Bonjour madame. Bonjour. Alors, d'abord, la première question, nous savons que depuis le 26 juillet dernier, avec la destitution du président Mohamed Bazoum à la suite d'un coup d'État, le énième du genre au pays, le Niger vit dans une situation de tension de tout genre. Alors, au niveau du système des Nations Unies, d'un point de vue global, quelle appréciation faites-vous de la situation de la population depuis le début des événements? Merci, j'apprécie beaucoup votre intérêt pour le Niger. Vous savez, bien avant la situation, la crise politique que nous vivons à l'instant, la population du Niger souffrait d'une crise alimentaire accentuée par le fait que nous sommes en pleine période de soudure, c'est-à-dire qu'entre récoltes et aussi une saison des pluies qui s'annonçait, les populations du Niger avaient du mal à subvenir à leurs besoins. Donc, de manière plus ou moins annuelle, le système des Nations Unies, avec ses partenaires, devant soutenir plusieurs familles, plusieurs milliers de familles, durant cette période très difficile. J'ai mentionné les pluies. Les pluies exacerbent beaucoup la capacité des familles de subvenir d'une saison à une autre, surtout pour ces familles qui sont contraintes de se déplacer parce que du fait de l'intensité des inondations, elles perdent leur maison, perdent l'accès à leurs champs, etc. Mais qui dit inondation au Niger dit aussi sécheresse. Nous subissons des périodes de sécheresse intenses et de plus en plus fréquentes, certains diront exacerbées par le changement climatique qui s'accélère de premier plan ici au Sahel. Eh bien, le Niger n'est pas épargné. Vous savez que le Niger perd plus de 100 000 hectares de terres arables par année. Donc c'est dire que avant, durant et après cette crise politique, les familles nigériennes ont besoin d'un accompagnement des Nations Unies. Mais bien entendu, la crise politique a beaucoup perturbé des programmes de longue durée et très profonds en matière de développement. Vous saviez, nous avions entamé une réforme du secteur éducatif pour s'assurer d'avoir un plus grand nombre d'enfants, avoir accès non seulement à une éducation primaire, mais une éducation de qualité sur le plus long terme au niveau secondaire, voire même universitaire, pourquoi pas. Nous avions aussi entamé des réformes dans le monde de l'agriculture pour pouvoir moderniser les modes de production ici au Sahel, au Niger en particulier. Bien entendu, nous avions aussi beaucoup d'interventions en matière de cohésion sociale. Vous savez, j'ai évité de dire jusqu'à maintenant combien de milliers de personnes sont contraintes à fuir leur foyer, surtout ces familles près des frontières du Niger, donc du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria, parce qu'elles sont aux prises de menaces ou de violences causées par des groupes non étatiques. Donc autant de défis, mais aussi autant de programmes que nous avions en plan et qui maintenant sont fortement perturbés. Oui, justement, on sait que depuis le coup d'État, il y a eu une série de mesures de sanctions économiques prises par la CEDEAO et autres institutions internationales. Alors, du coup, quelle idée vous avez du prix, en quoi cela a affecté par exemple le prix des produits alimentaires et des médicaments? Avec la description que je viens de vous faire de la précarité dans laquelle vivent la plupart des familles nigériennes, vous vous imaginez bien qu'il suffit que d'un choc quelconque pour vraiment faire souffrir les populations du Niger. Donc bien entendu, avec la fermeture des frontières, nous entrevoyons des pénuries de denrées de base, ce qui fait du coup monter les prix de manière assez extraordinaire. Des denrées telles que le maïs, le sorgho, le riz, autant de choses que oui, produit en partie le Niger, mais sur lesquelles le Niger compte aussi avoir des échanges commerciaux. La fermeture des frontières, bien entendu, donc fait non seulement souffrir les commerçants, mais bien entendu toutes ces personnes qui dépendent de ce commerce pour pouvoir se nourrir. Et la question des médicaments? Tout à fait, vous avez raison. Non seulement les coupures d'électricité mettent en péril des médicaments et par exemple les poches de sang, etc. Autant de choses qui ont besoin d'une chaîne de froid de manière conséquente. Mais aussi la fermeture des frontières fait que nous ne pouvons pas acheminer
de nouveaux médicaments, de nouveaux intrants pour pouvoir assurer sur le court et le moyen terme ce que nous faisons normalement. Des campagnes de vaccination, par exemple, pourraient tout à fait être interrompues, qui mettent en danger la vie des enfants.